il nous faut maintenant essayer de répondre à la question essentielle: qui a construit cette pyramide et pourquoi? Ça fait plusieurs années, on pourrait presque dire plusieurs dizaines d'années, que je tente de répondre à cette question. J'ai aujourd'hui une réponse qui me satisfait partiellement. La pyramide actuelle, clairement, est de facture moderne. Donc je ne peux pas imaginer qu'elle puisse être antérieure au XIXe siècle, puisque de toute façon, nous n'avons aucun document évoquant le site avant le XIXe siècle, avant donc 1803-1804, l'époque de la découverte par Domenico Rossetti. Donc le scénario officiel, le scénario qui a été retenu lors de l'inscription du site de la pyramide, de la grotte et de ses aménagements au monument historique, au titre des monuments historiques en 2007, me semble bien tenir la route, à savoir que la grotte a été découverte par notre poète, improvisateur, avocat, et ensuite ils ont décidé de construire la pyramide. Je pense qu'il s'agit du propriétaire de la grotte, Jean-Jacques Vinaille, à qui est dédié le poème. Jean-Jacques Vinaille est d'ailleurs très fier de sa grotte, puisqu'il a présenté au musée d'histoire naturelle de Turin des stalactites provenant de sa grotte, puisque Vinaille était en contact avec les académiciens, les gens de l'Académie des sciences de Turin. Alors c'est intéressant, c'est bien, donc ça voudrait dire qu'il a simplement construit cette pyramide pour mettre en valeur la grotte. Simplement, très vite, je me suis dit, il y a quelque chose qui se cache derrière de plus. Je n'arrive pas à imaginer qu'on construise un monument aussi important malgré tout que cela, juste pour indiquer, juste un signal pour dire la jolie grotte est ici, c'est par là que ça se passe. Donc j'ai fait un certain nombre de recherches sur la personnalité de Vinaille. Alors c'était quelqu'un qui s'intéressait aux beaux-arts, c'était quelqu'un qui s'intéressait à la littérature, puisqu'il a participé à la création d'une éphémère société littéraire à Turin qui s'appelait le Lycée. Mais c'est aussi quelqu'un surtout qui était franc-maçon. Là j'ai retrouvé son nom sur différents tableaux de loge, qui est franc-maçon depuis les années 1770, qui a appartenu donc à une loge turinoise qui s'appelait la Mystérieuse. Une loge qui a une histoire assez intéressante, assez compliquée, qui est entré en contact avec les loges anglaises et qui ensuite a été séduite par le système venu d'Allemagne, la stricte observance templière, lorsque le baron de Veiler est venu à Turin et a présenté ces formidables découvertes et ce lien qu'auraient les Templiers allemands, les francs-maçons allemands avec les Templiers. Notre Vinaille s'est aussi intéressé a été initié au mesmérisme dans les années 1780, puisqu'il était très ami avec une personnalité importante de la franc-maçonnerie européenne de l'époque, qui s'appelle le docteur Sébastien Giraud, qui fut un grand ami de Jean-Baptiste Villermoz et donc qui entraîna la loge, la Mystérieuse, dans le système écossais, du rite écossais rectifié. Donc la franc-maçonnerie tout doucement ça a été mise en sommeil en quelque sorte jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et au début du XIXe siècle, à Turin en 1802, réapparaît la franc-maçonnerie, une nouvelle loge, la Réunion, dans laquelle on retrouve notre Vinaille. On retrouve donc toujours le docteur Sébastien Giraud, qui à ce moment-là était vieux, mais toujours très actif, qui était aussi très proche, très apprécié des Français qui alors étaient gouvernés Turin. Et on remarque aussi d'ailleurs dans cette loge la Mystérieuse
un graveur Stagnon dont on retrouve le nom sous le frontispice du poème. Sous le frontispice du poème, il y a écrit graveur Stagnon. Donc même le graveur fait partie de la loge. Donc dans la loge, on devait être au courant de la découverte de la grotte. Donc pour un franc-maçon, construire une pyramide, ça semble assez logique. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire à travers cette pyramide? Là, c'est difficile de l'imaginer précisément, mais l'association, de toute façon, pyramide-grotte, j'allais dire, parle d'elle-même. La pyramide tournée vers la spiritualité, le ciel, la grotte tournée vers l'introspection, vers la naissance, vers la renaissance. Il y a aussi un événement qui a peut-être joué un rôle important, c'est que Napoléon, en septembre 1802, avait fait surveiller la loge de Turin par sa police et avait eu l'impression que cette loge comprenait des éléments dangereux, en particulier le docteur Giraud et d'autres. Et donc, quelques jours après, à l'issue d'une conférence qui s'est tenue à Paris, Napoléon a décidé d'interdire toute la franc-maçonnerie à Turin et dans le Piémont. Donc ils ont dû être un peu frustrés, ces francs-maçons, et quelques mois après, donc 6 mois après, la grotte est découverte et peut-être, quelques temps après, est construite la pyramide. Donc, tout cela est assez satisfaisant. Donc une pyramide construite par ces francs-maçons turinois. Il y a un point aussi assez curieux, c'est cette inscription illisible au-dessus de l'entrée. Pourquoi personne ne l'a jamais lue, ne l'a jamais retranscrite durant le 19e siècle? C'est assez curieux. Ont-ils voulu créer un mystère autour de cette pyramide? Après, je me dis aussi que s'ils s'en étaient vantés en disant « Nous avons construit une pyramide à Nice, au-dessus d'une grotte », sachant ce qui était arrivé aux francs-maçons de Turin, cela aurait pu mettre la pyramide en danger. Donc ils ont été très discrets, si c'est eux. C'est aussi une caractéristique de la franc-maçonnerie. Il existe d'autres exemples de pyramides construites par des francs-maçons dans des jardins de la fin du XVIIIe.